Pour des raisons objectives, cette Cour se réunit afin de voir si nous avons manière et matière à poursuivre dans l'affaire qui oppose la pétition Plantagenet, à savoir un certain nombre de signataires originaires de l'Anjou et d'ailleurs, au gouvernement britannique quant à la possession des joyaux de la couronne d'Angleterre. Ce procès se déroulera comme n'importe quel procès, avec toute l'objectivité, le sens de la justice qui nous caractérise. La différence qui nous distingue des procès classiques, c'est que le public ici présent aura le droit de réagir, d'applaudir, voire de conspuer avec courtoisie les différentes parties. Le procès se déroulera de la façon suivante. Nous aurons tout d'abord un expert convoqué par le tribunal afin de donner l'exposé des faits concernant l'affaire qui nous intéresse. Puis, les deux parties seront amenées à se prononcer sur deux points particuliers. Tout d'abord, fallait-il condamner à mort, mettre au cachot Édouard Plantagenet? Nous verrons s'il y a matière à réhabiliter Édouard Plantagenet. Puis, dans un deuxième temps, la cause qui est défendue ici, la légitimité de la demande angevine de rapatriement des joyaux de la couronne ici à Angers. Les deux parties se prononceront. À l'issue de ces deux questions et des conclusions présentées par les deux parties, le public pourra éventuellement poser des questions pour avoir des éclaircissements sur les questions précédemment évoquées. Puis, la Cour, c'est-à-dire moi, se retirera pour, de façon totalement objective, se prononcer sur la question. Bien. Nous allons donc accueillir l'expert mandaté par le tribunal qui va vous faire maintenant l'exposé des faits qui nous intéressent. Nous voudrons bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudir, puisque j'ai déjà dit qu'on pouvait applaudir, on ne doit pas se priver, accueillir notre expert, monsieur Franck Ferrand. Je préviens tout de suite que j'ai des armes. Je ne vais pas me priver de vouloir faire évacuer la salle à longueur de temps parce que j'adore cette idée. Et quelle salle! Certains sont à l'ombre, ce sont sans doute les places les plus chères. Monsieur le Président, l'affaire dont il est question est une affaire de famille. L'affaire dont votre cour doit connaître aujourd'hui est une affaire d'Angevin. Ce n'est certes pas à moi, devant cette poterne, au pied de ces vénérables murailles, à rappeler aux enfants d'Angers les racines qui sont celles des comtes d'Angers, des comtes d'Anjou et du Maine, les glorieux rejetons des francs rorgonides et des ingelgériens. La marque, l'empreinte de Fulknera, par exemple, est restée très vive ici. Il m'appartiendra seulement ce matin de vous conter leur formidable aventure outre-Manche, sur les rives brumeuses de la Tamise. Il m'appartient seulement de vous dire jusqu'où ils ont été anglais. C'est bien le sujet qui nous occupe. Absolument, professeur, docteur, expert, monsieur. Le premier Plantagenet à porter ce nom, ou plutôt ce surnom, car au départ il s'agit bien d'un surnom, c'est Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine. Geoffroy V avait pris cette habitude, et je trouve que c'est d'ailleurs une habitude qu'on devrait remettre à l'honneur, de ficher sur son chef un bouquet de genêts. Et on s'est mis, les chroniqueurs du temps se sont mis à l'appeler Plantagenet. Tous ses descendants porteront ce surnom devenu patronyme et, chose plus extraordinaire encore, à partir du milieu du XIXe siècle, ses ascendants aussi. C'est-à-dire qu'on va appeler Plantagenet des personnes qui auraient été bien étonnées qu'on les affuble d'un tel surnom. C'est par Geoffroy V que ces Plantagenets vont acquérir une véritable dimension souveraine. En effet, et c'est là que tout se passe, le 17 juin 1128, on est au Mans, dans la cathédrale du Mans. Geoffroy épouse la veuve de l'empereur germanique, l'impératrice Mathilde. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle toujours de l'impératrice Mathilde, notamment dans les feuilletons britanniques. Ceux qui connaissent le feuilleton Catefall, notamment, ou ceux qui ont suivi
la saga de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, ont appris cette guerre entre le roi Étienne et l'impératrice Mathilde. Eh bien, on l'appelait l'impératrice Mathilde parce qu'elle était la veuve de l'empereur germanique. Et quels étaient ses droits à la couronne d'Angleterre? Eh bien, c'était des droits familiaux directs, puisqu'elle était la fille et l'héritière du roi Henri Ier d'Angleterre. Quand Henri Ier meurt, Mathilde est immédiatement évincée par Étienne. On est là dans la suite immédiate de cette conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Vous savez que Guillaume et ses successeurs ont fondé une véritable civilisation anglo-normande, mais ils n'ont pas su asseoir la dynastie normande sur le trône d'Angleterre, d'où ces guerres incessantes et qui ne cesseront du reste que très tard dans l'histoire d'Angleterre. C'est ce que je me propose de vous montrer maintenant. Geoffroy d'Anjou, voyant sa femme se perdre dans ces querelles britanniques, décide, lui, de se concentrer sur la Normandie. Et évidemment, le grand voisin dangereux des Normands à l'époque, c'est le roi de France, ce qui explique que Geoffroy et son fils Henri passent beaucoup de temps à Paris, dans le palais de la Cité, chez le roi Louis VII, le pieux roi Louis VII, qui a épousé, vous savez, l'héritière du douaire d'Aquitaine, la sublime Aliénor. Elle disait, Aliénor, en parlant de son mari, qu'elle avait l'impression d'avoir épousé un moine, et du reste, c'est un couple qui ne fonctionne pas du tout. Aliénor, très vite, commence à regarder, à lorgner du côté de ces beaux angevins, de Geoffroy et de son fils Henri, et elle se dit que si elle obtenait l'annulation de son mariage avec le roi de France, elle pourrait peut-être convoler en justes et nouvelles noces avec Geoffroy d'Anjou. Ce serait pour elle une sorte de deuxième vie qui commencerait. Eh bien, Aliénor va obtenir la séparation, et elle va obtenir le divortium devant les saintes rotes. Le pape va autoriser l'annulation du mariage de Louis VII et d'Aliénor. Le problème, c'est que Aliénor avait prévu d'épouser Geoffroy, Plantagenet, et que, à la suite d'une baignade, il s'est baigné en septembre, l'eau était un peu froide, dans le Loir en l'occurrence, et il a attrapé froid, le Geoffroy, il est mort. Et septembre n'est pas toujours froid en Anjou, je peux vous le confirmer. C'est vrai. On ne sait pas quelle est la température du Maine, de la Maine et du Loir, en l'occurrence. En ce moment, aux alentours de 23-24 degrés, comme toujours, c'est un lieu de baignade délicieux. Si vous le dites. En tout cas, Aliénor, qui avait prévu d'épouser ce Geoffroy un peu plus âgé qu'elle, va finalement épouser cet Henri un peu plus jeune. Après avoir renoncé au père et pour cause, elle épouse donc le fils. Belle moralité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va pousser cet Henri vers la couronne d'Angleterre. En 1153, poussé littéralement par Aliénor, il se fait reconnaître par le roi Étienne, héritier du trône d'Angleterre, et en 1154, il devient le roi d'Angleterre. Il est Henri II Plantagenet. Ce qui fait que cette Aliénor d'Aquitaine, qui avait épousé un roi de France et qui ensuite a divorcé du roi de France, annulation du mariage, se retrouve très vite l'épouse du roi d'Angleterre. Elle est elle-même à la tête du plus somptueux duché de l'époque, le duché d'Aquitaine. Quel destin! C'est une période glorieuse, évidemment, qui s'ouvre pour la famille Plantagenet. Le fils de... Alors, je passe sur le règne d'Henri II Plantagenet. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir à mesure que se poseront les questions de ce débat. Sachez que ça a été un règne d'autant plus extraordinaire qu'Henri II est une sorte de conquérant moderne. Et il est, pour vous donner une comparaison avec un personnage qu'on connaît beaucoup mieux, il est une sorte de Napoléon du Moyen-Âge. Il est constamment à cheval. On dit qu'il ne dort que 3 ou 4 heures par nuit. On sait qu'il a traversé 28 fois la Manche dans son existence. Il passe son temps à régir les 2 royaumes d'Angleterre et de Normandie, et puis, bien entendu, tous ces territoires qui descendent jusqu'à la Guyenne, presque jusqu'aux Pyrénées. Toute la façade occidentale de la France de l'époque appartient au roi Henri II. Très vite, Aliénor va monter contre le père ses propres fils. Je passe sur toutes ces querelles de famille car ça nous entraînerait un peu loin. Simplement, sachez que le successeur d'Henri II, Richard Cœur de Lion, va être l'incarnation de la gloire même des Plantagenets. On ne peut pas en dire autant de son propre frère, le redoutable et redouté Jean Santerre, celui de Robin des Bois, vous savez, qui évidemment va être, lui, assez désastreux. C'est sous le règne de Jean Santerre que les Plantagenets perdent l'essentiel de leur empire, car on peut parler, c'est en tout cas ce qu'ont fait les historiens du XIXe siècle, d'un empire plantagenet.
Jean sans terre va perdre toutes les possessions continentales de la famille, quasiment, et il se recentre, il se replie sur l'Angleterre. Ses successeurs, Henri III Plantagenet, Édouard Ier Plantagenet, sont tout à fait extraordinaires. Édouard Ier, c'est celui qui va conquérir le pays de Galles et qui va prendre l'ascendant sur l'Écosse. C'est donc le début du Royaume-Uni. Édouard II, alors Édouard II, c'est moins brillant. Vous savez qu'Édouard II était le mari de celle que Maurice Druon a appelée la Louve de France, Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel, mais il était surtout l'amant de Gaveston, qui, évidemment, n'était pas bien porté. Il a été un peu le roi maudit de la dynastie des Plantagenets. Et puis vient Henri III, et avec Henri III, c'est une véritable renaissance. Henri III, c'est l'homme de Calais, du siège de Calais, de l'affaire des bourgeois de Calais, vous savez. C'est aussi le père du prince noir qui va faire régner la terreur dans toute la partie occidentale du royaume de France à l'époque de Jean le Bon. Et le prince noir va se rendre à Poitiers en 1356, vainqueur, évidemment, de Jean le Bon, qui sera désormais prisonnier en Angleterre. En 1377, c'est le fils du prince noir, car le prince noir est mort entre-temps, c'est le fils du prince noir qui succède à Édouard III, c'est le célèbre, c'est le sinistre Richard II. Il y a quelque chose de shakespearien dans tous ces noms, évidemment, puisque on parle de ceux qui ont été les héros même de Shakespeare. Une petite parenthèse à ce propos, Shakespeare écrivait sous le règne d'Élisabeth Ier Tudor. Les Tudors s'estimaient les descendants des Lancastres, dont je vais vous parler dans un instant. Ces Lancastres étaient les ennemis jurés des York, et évidemment, on peut dire que Shakespeare n'aura eu de cesse de noircir la famille d'York. C'est ce qui explique toute cette série extraordinaire de pièces où Shakespeare nous dépeint les rois qui viennent maintenant sous les traits les plus noirs. Pétition Plantagenet, il est 11h23. Et pas vous ayez vos repères, professeur. Et pas de publicité. Non, c'est long, on enchaîne. Le prince noir était le premier des 4 fils d'Édouard III. En fait, il y en a 3 autres, évidemment. Le deuxième s'appelait Lionel d'Anvers. Son fils était l'héritier présomptif de Richard II. Le troisième s'appelait Henry Bolingbroke. C'est lui qui est duc de Lancaster. En français, on dit de Lancastre. Et c'est lui qui, en 1399, va profiter de l'extrême exaspération du peuple britannique envers un souverain qui est une sorte de dictateur semi-fou, et qui va en profiter pour renverser Robert II, excite Richard II, excite Richard II Plantagenet. C'est désormais le roi Henri IV qui va régner. Alors vous vous dites, que deviennent les Plantagenets? C'est un Plantagenet, Henri IV. C'est toujours la famille d'Anjou qui règne, puisque, encore une fois, il est le 3e fils d'Édouard III. Très vite, il y a un 4e fils, il faut en dire un mot, c'est Edmond de Langlais, qui lui est duc d'York. Et vous me voyez venir, bientôt, les York vont s'opposer aux Lancaster. Bolingbroke, que dis-je? Le nouveau roi Henri IV meurt en 1413 et c'est son fils, Henri V, qui monte sur le trône. Alors Henri V, ça c'est un très grand roi, un personnage extraordinaire dont Shakespeare a fait un véritable héros national de l'autre côté de la Manche. Henri V, vous avez peut-être vu le film avec Kenneth Branagh, c'est le vainqueur d'Azincourt, bien entendu. Or, avant que ces archers ne mettent une pâtée mémorable à la chevalerie française sur le champ d'Azincourt en 1415, Henri V avait mis un terme à un véritable complot dans lequel trempaient des membres de sa famille, et notamment le fils de Langley, Richard d'York, qu'il fait exécuter sur le champ, dans les pires tortures du reste. C'est le duc d'York que le roi est en train de tuer, et vous imaginez bien que dans la branche de la famille qui s'appelle la branche d'York, désormais, la lignée, Henri V et ses descendants ne seront plus bien vus. Henri V, il faut vous le dire, après Azincourt, a obtenu ce qu'on appelle en France le honteux traité de Troyes, parce qu'au cours de ce traité, le roi fou de France, Charles VI, et son épouse, surtout son épouse, la terrible Isabeau de Bavière, ont obtenu la transmission de la souveraineté de la France à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'à la mort de Charles VI, c'est Henri V qui doit devenir roi d'Angleterre et de France. Problème, ça c'était pas prévu au programme, c'est Henri V qui meurt le premier, et c'est son fils, le petit Henri VI, qui finalement devient roi d'Angleterre et de France, du point de vue des Anglais en tout cas. La mère d'Henri VI, c'est la fille du roi Charles VI de France, c'est Catherine, c'est la fille du roi fou.
Donc, une régence, parce que l'enfant est vraiment au berceau au moment de la mort de son père, et qui dit régence dit problème, dit anarchie, dit désordre, comme très souvent, et en Angleterre, ça se traduit par ce qu'on appelle la période des guerres privées. Tous les grands seigneurs du royaume se mettent à devenir gourmands et à se faire la guerre les uns aux autres pour essayer de récupérer des territoires, des richesses, des bénéfices. Ils le font d'autant plus facilement que tous les soldats qui se battaient en France jusqu'ici et qui sont désœuvrés après la mort d'Henri V se rapatrient outre-Manche et qu'il faut bien les employer. Donc ce sont les familles privées qui emploient ces soldats pour essayer de gagner du territoire. C'est une période d'anarchie terrible et une période d'anarchie qui est aggravée par le fait que le roi Henri VI, qui tient sans doute de son grand-père français, est lui-même dérangé mentalement. Sa première crise de folie, c'est en 1453, et elle nécessite la nomination d'un tuteur qu'on va appeler le Lord Protector, et ce Lord Protector, c'est un certain Richard Plantagenet, qui est, tenez-vous bien, le chef de la maison d'York. Je vous ai dit que les York avaient évidemment quelques griefs contre la maison royale britannique. Eh bien, c'est Richard d'York, Richard Plantagenet, qui devient le Lord Protector. En face de lui, il a l'épouse du roi Henri VI, Marguerite d'Anjou, qui, elle, est à la tête d'un nouveau clan dirigé par les Lancastres. C'est la rose blanche d'York contre la rose rouge de Lancastre. C'est le début de la guerre des deux roses. La première bataille de la guerre des deux roses, terrible guerre qui pendant 30 ans va ravager l'Angleterre. La première bataille, c'est la bataille de Saint-Alban. Victoire des Yorkistes. Et alors là, il se passe un événement assez incroyable. À la fin de la bataille, les Yorkistes entrent dans le camp des Lancastriens qui sont évidemment qui ont fait retraite. Et ils découvrent le camp complètement désert, abandonné. Et sous la tente royale, au milieu du camp, ils découvrent le roi. Le pauvre roi fou Henri VI, complètement hébété, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est en train de finir de déguster une compote et qui est surpris par les soldats d'York. Ce pauvre roi Henri VI, à partir de ce moment-là, devient une sorte de marionnette que vont se disputer, que vont se déchirer les deux camps. York est à partir de cette victoire le nouveau Lord Protector. Et la question, c'est de savoir qui va succéder au roi fou Henri VI. Est-ce que ce sera le duc d'York lui-même ou est-ce que ce sera le fils qu'Henri VI a eu avec Marguerite d'Anjou et qui s'appelle Édouard? En vérité, Richard, le duc d'York, s'appuie pour faire valoir ses intérêts sur un homme extrêmement puissant qui est l'ami des marchands de Londres et qu'on appelle Warwick. Les historiens le surnommeront le faiseur de rois. Il y a là une nouvelle bataille, la bataille de Middleham dans le Yorkshire. Et cette fois, ce sont les Lancastriens qui l'emportent, ce qui oblige le duc d'York à fuir en Irlande et Warwick à fuir de l'autre côté de la Manche. Il vient se réfugier dans ce qui est l'ultime bastion des Anglais outre-Manche, c'est-à-dire Calais. Depuis Calais, Warwick va monter des raids contre les côtes britanniques et en 1460, il monte une véritable invasion de l'Angleterre. Nouvelle victoire des Yorkistes. De nouveau, les Yorkistes, en prenant possession du camp de Lancastre, découvrent le roi abandonné avec seulement 3 ou 4 serviteurs. On a de nouveau abandonné Henri VI derrière soi. Du coup, Richard se dit que c'en est trop, il est en position de revendiquer le trône et il y a cette scène extraordinaire où il se présente à Westminster devant le Parlement, il marche vers le trône et il s'attend à ce qu'au moment où il va s'asseoir sur le trône, la foule l'acclame et crie « Vive le duc d'York, vive le nouveau roi Richard !» En vérité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En vérité, au moment où il s'assied sur le trône, il y a un silence de mort dans la salle. Les parlementaires n'approuvent pas le duc Richard, et il va falloir qu'il se résigne à ce qu'on appelle un acte d'accord, qui dit, cet acte d'accord prévoit que lorsque le roi fou Henri VI sera mort, mais seulement à ce moment-là, Richard lui succédera. En vérité, à la bataille de Wakefield, Richard est tué, son fils cadet qui a 17 ans est capturé, il est décapité devant les soldats du parti adverse, et c'est Édouard qui est le comte de la Marche, qui est le fils aîné du duc d'York. C'est lui qui, appuyé sur Warwick, va désormais affronter les troupes lancastriennes. Et ces troupes lancastriennes, elles sont dirigées par un certain Jasper Tudor. Tudor, c'est un nom qu'il va falloir que vous reteniez, car on va en parler pas mal maintenant. C'est là qu'a lieu la bataille de Mortimer's Cross, on appelle ça la bataille des Trois Soleils. C'est assez spectaculaire parce que c'est un phénomène naturel qu'on appelle le phénomène de Parélie.
les scientifiques dans cette assistance doivent savoir cela. C'est un phénomène optique qui fait qu'à certains levers de soleil, dans des conditions très particulières, le soleil se dédouble, ou plus exactement, il se détriple à l'horizon. Et là, en l'occurrence, ce duc d'York va profiter de ce phénomène pour faire croire à ses soldats qu'ils sont les spectateurs d'un incroyable miracle et que les 3 soleils à l'horizon leur désignent la victoire qu'ils vont d'ailleurs emporter. Warwick n'en sera pas moins battu un petit peu plus tard par les Lancastriens à la 2e bataille de Saint-Alban. C'est au tour à ce moment-là des Yorkistes d'abandonner le roi sous un arbre. Décidément, le pauvre roi Henri VI, quand je vous dis c'est une marionnette, c'est un peu comme la mascotte du régiment, vous savez, qu'on abandonne comme ça derrière soi au moment de la retraite. Néanmoins, Édouard d'York et Warwick vont entrer à Londres et l'évêque de Londres demande à la foule rassemblée ce qu'elle en pense et la foule crie « King Edward, King Edward !» et c'est donc bien Édouard d'York qui va devenir le roi d'Angleterre. Nouvel affrontement terrible, la bataille de Taunton, qui est la bataille la plus meurtrière qui se soit jamais déroulée sur le sol de cette île qu'est l'Angleterre, car ne l'oublions pas, comme disait André Siegfried, messieurs, l'Angleterre est une île, je vous ai tout dit. 20 000 morts à cette bataille de Taunton. Les Lancastriens, cette fois, sont en déroute. Il est temps pour Édouard d'York de se faire légalement couronner. Il devient le roi Édouard IV d'Angleterre. On est là en juin 1461. Et pendant une dizaine d'années, de 1461 à la fin de l'année 1470, le règne d'Édouard IV va être un règne relativement tranquille, paisible, prospère. Et Henri VI, le roi déchu, est capturé en 1465 dans le nord du pays. On le détient à la Tour de Londres, mais on lui réserve tous les égards dus à son rang d'ancien souverain. Pour le nouveau roi Édouard, on peut dire que le danger ne vient plus des Lancastriens, il ne vient plus de l'extérieur, il vient du sein même du camp d'York, parce qu'il faut dire que le nouveau roi est maintenant en froid avec son principal conseiller, son principal soutien, celui qui est son bras armé. Il est en froid avec Warwick. Pour tout vous dire, le roi a épousé secrètement Élisabeth Woodville. Il n'a pas demandé l'avis de Warwick. Et Warwick ne s'entend pas avec Élisabeth et surtout il ne s'entend pas du tout avec la très ambitieuse famille de Woodville. En 1469, Warwick va décider de s'allier carrément avec le frère du roi Édouard, avec George. Ils remportent tous deux la bataille d'Edgecote Moor. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Warwick rentrer triomphant à Londres. Il a déjà, dans la tour de Londres, prisonnier l'ancien roi fou Henri VI. Et bien maintenant, il met dans une autre cellule de la même tour le roi Édouard IV, 2 rois d'Angleterre prisonniers de Warwick. Sauf que l'autre frère d'Édouard, qui s'appelle Richard de Gloucester, va venir le délivrer. Warwick, à ce moment-là, est déclaré traître, il doit s'enfuir. Où fuit-il? Mais comme d'habitude, dans ce qui est le jardin de l'Angleterre, il vient s'enfuir en France, il rencontre le roi Louis XI, et c'est là que le roi Louis XI, qui était quand même un sacré retors entre nous, a cette idée incroyable. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous vous alliez pas avec la femme d'Henri VI, avec la reine Marguerite? Entendez-vous tous les deux, et vous serez plus forts pour lutter contre le roi Édouard IV. Et c'est ainsi que, peu à peu, vont s'allier Marguerite et Warwick. La fille de Warwick ira même jusqu'à épouser le fils de Marguerite, Édouard de Westminster. Warwick va envahir l'Angleterre en 1470, à l'automne 1470. À ce moment-là, Édouard IV fuit à son tour, il s'en va dans les Pays-Bas. Warwick, qui à l'époque sont une région bourguignonne, ça appartient au Grand-Duché d'Occident, Warwick libère Henri VI, le pauvre roi fou qui était donc à la Tour de Londres depuis tout ce temps. Il le fait défiler, alors on l'habille, on lui colle sa couronne et tout ça, on le fait défiler sur un char dans Londres pour dire, voyez, le roi est de retour. Sauf que de l'autre côté, Édouard trouve un allié en la personne du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui se trouve être son beau-frère, et il va débarquer sur la côte du Yorkshire et mettre en pièces l'armée de Warwick, qui lui-même est massacré. Alors l'allié de Warwick, la reine Marguerite, à ce moment-là, ne sait pas quoi faire. Elle a juste son fils, Édouard de Westminster, qui est tout jeune. Elle lui dit, il faut que tu prennes la tête des armées, il faut prendre la relève, et ce sera la bataille de Tewkesbury, au cours de laquelle Édouard de Westminster, dont le fils d'Henri VI et de Marguerite, est tué à son tour. Son père, le pauvre Henri VI, sera assassiné peu après. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, le roi Édouard n'a plus d'ennemis. Édouard IV est restauré, c'est le triomphe des York, et qui dit triomphe des York, dit triomphe de la belle famille, des fameux Woodville dont je vous parlais, qui évidemment ne sont pas très aimés. Le clan des anti-Woodville
va regimber de plus en plus, et au moment de la mort prématurée d'Édouard IV, son fils Édouard V n'a que 12 ans, et les anti-Woodville en profitent pour pousser sur le trône le Richard de Gloucester qui était venu délivrer son frère, rappelez-vous, Édouard IV. Eh bien, ce Richard de Gloucester monte à son tour sur le trône. Finalement, vous voyez qu'en Angleterre, il suffit de gagner une bataille pour être roi. C'est la très grande différence entre l'histoire de Grande-Bretagne et l'histoire de France. C'est qu'en Angleterre, c'est la force qui fait la loi. Le common law est directement hanté, greffé sur le succès ou l'insuccès d'un souverain. Richard de Gloucester devient le roi Richard III, quand je vous dis qu'on ne quitte pas Shakespeare. Alors, le seul problème de Richard III, c'est qu'il y a quand même des fils d'Édouard IV. Il y a le petit Édouard V, et puis il y a son fils, et puis il y a son frère cadet. Alors, que va-t-il en faire? Il fait enfermer les deux princes à leur tour à la tour de Londres. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que les princes de la tour, comme on les appelle, vont disparaître, figurez-vous. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Quelqu'un s'est arrangé pour les faire évader. Ils disparaissent dans la nature, ils disparaissent de l'histoire britannique. C'est l'un des plus grands mystères, peut-être le plus grand mystère de toute l'histoire d'Angleterre, le mystère des princes de la Tour. Les York ont donc de nouveau un roi sur le trône. Alors vous allez me dire, on ne parle plus beaucoup des Lancastres dans cette affaire. Les Lancastres, ils ont un nouveau chef, qui est un demi-frère d'Henri VI, qui s'appelle Henri Tudor. Et ça, c'est très important pour nous, ici à Angers, pour ce qui nous occupe ce matin. Absolument. Parce qu'Henri Tudor, c'est... Vous vous impatientez, je ne suis pas endormi, vous avez vu, je suis derrière, je suis là, je bouge, regardez, silence, ou je fais évacuer la salle. J'observe que les plateaux de votre balance ne sont pas très équilibrés. Attendez, j'y remédie oui. Bon, on n'en parle plus, allez, voilà, c'est bon. Henri Tudor est le premier de tous ces grands chefs à n'être pas un descendant des Plantagenets. Redites cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase. Il est le premier de tous ces grands chefs britanniques à n'être pas angevin. Il faut donc avoir un œil sur lui. Or, à l'été 1485, Henri Tudor débarque au Pays de Galles. Il affronte Richard III à la bataille de Bosworth Field. Et ça, c'est extraordinaire parce que non seulement Richard III est vaincu, non seulement Richard III est tué sur le champ de bataille, mais on dit, c'est en tout cas ce qu'on a raconté aux chroniqueurs de l'époque, que Richard III était venu se battre avec sa couronne. Dites-vous, c'est quand même fort, ça. Le roi d'Angleterre se déplaçait sur un champ de bataille muni de sa couronne. Que va faire le Tudor? Eh bien, il va simplement se baisser, ramasser la couronne, et ça c'est le coup de théâtre absolu. Henri Tudor se coiffe de la couronne, il devient roi sous le nom d'Henri VII, et là, j'ai presque envie de vous faire observer une minute de silence. La famille angevine des Plantagenets ne règne plus, pour la première fois depuis tous ces siècles, elle ne règne plus sur le trône d'Angleterre. Pétition Plantagenet, il est 11h38. J'achève. Quelle année on est à l'été 1485. Et la guerre des Deux Roses, qui s'achève par la même occasion, cette guerre des Deux Roses a duré de 1455 à 1485 pendant exactement 30 ans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle s'achève, cette guerre des Deux Roses, parce que l'intelligence du nouveau roi Henri VII, qui est donc un Lancastre, ça va être un Lancastre non Plantagenet, mais c'est un Lancastre néanmoins. Son intelligence va être d'épouser l'héritière de la maison d'York, Élisabeth d'York, la fille d'Édouard IV, donc la chef du parti yorkiste. C'est-à-dire que désormais, le roi et la reine sont Lancastre et York. C'est la réconciliation de ces deux familles fratricides. Et par définition, c'est donc la fin de la guerre des Deux Roses. Et d'ailleurs, la rose blanche des Tudors et la rose rouge des Lancastres vont fusionner pour créer la célèbre rose rouge et blanche de la maison Tudor. Ce qui va faire que jusqu'à la fin de la dynastie Tudor, vous savez, les rois Tudor porteront ces couleurs rouges et blanches. Au passage, donc, c'est l'effondrement de la dynastie Plantagenet du côté des Malheurs. Tout de même, il reste un ultime rejeton. Le neveu d'Édouard IV et de Richard III, le fils de leur frère à tous deux, le fils du duc de Clarence, qui est en même temps le fils d'une des filles de Warwick. Il est le petit-fils de Warwick. C'est assez étrange comme situation. L'ancien faiseur de roi, vous savez. Cet Édouard Plantagenet est dit comte de Warwick. Alors, est-ce que ce comte de Warwick, tout seul, va pouvoir rétablir la dynastie angevine sur le vieux trône d'Édouard Ier? Eh bien, en vérité, quand le Tudor Henri VII monte sur le trône, il fait tout de suite arrêter, ça c'est pas très... on pourrait le huer quand même, il fait tout de suite arrêter cet enfant... On ne va pas se priver. Alors Henri VII Tudor fait enfermer le petit garçon de 10 ans, ce petit Plantagenet, à la tour de Londres pour être tranquille.
Il faut dire qu'il a fort à faire, Henri, pour protéger son pouvoir contre toutes sortes d'assauts d'un certain nombre d'usurpateurs, dont parmi les nombreux usurpateurs, c'est normal qu'il y ait des usurpateurs pour une raison simple, c'est que, encore une fois, les héritiers, rappelez-vous, les héritiers d'Édouard IV, Édouard V et son frère, les petits princes de la tour, ont disparu dans la nature. Donc n'importe qui peut ressurgir et se faire passer pour eux, et dire « je suis l'héritier d'Édouard IV ». Et donc on voit comme ça fleurir dans toutes les provinces du royaume, et même jusque sur le continent, on voit fleurir des candidats à la succession d'Édouard IV, ce qui ne fait pas l'affaire du roi Tudor Henri VII, bien entendu. Parmi les usurpateurs, il y en a un qui s'appelle Warbeck. Il se fait passer pour Richard d'York, donc pour un des fils d'Édouard IV. Alors il est enfermé à la tour de Londres, et puis entre-temps, il y a d'autres complots, et la plupart de ces complots ont pour pivot des personnes qui essaient de se faire passer pour le comte de Warwick, c'est-à-dire pour l'héritier des Plantagenets. Or, le comte de Warwick, il existe, il vit, il est dans sa cellule à la tour de Londres. Il a grandi, bien sûr, il était enfermé à 10 ans, mais il finit par avoir 20, 21, 22, 23 ans. Quand il a 24 ans, le roi Henri VII en a vraiment assez de toute cette mascarade autour de Warwick, et il va monter une chose absolument ignoble. Il est assez ignoble, Henri VII, il faut bien le dire. C'est le père du roi Henri VIII. Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase? Je l'aime beaucoup. Henri VII est assez ignoble Merci. dans ses comportements. Merci, professeur. Et il est le père du roi Henri VIII, celui de la série télé Les Tudors. Vous savez, le roi qui a eu toutes ses femmes, les 6 femmes, barbe bleue. Henri VII a une idée incroyable. Il va proposer qu'on mette dans une même cellule Warbeck, qu'il a fait arrêter donc en 1494, et le jeune Plantagenet, celui qu'on appelle Warwick. Évidemment, que font ces deux jeunes gens? Ils discutent, ils trament des affaires, ils montent un complot, et très vite, il y a bien sûr des mouchards à la tour de Londres, très vite, ils sont arrêtés, ils sont jugés, et c'est bien ce qui nous occupe ce matin, Monsieur le Président. Absolument, absolument. Ils sont jugés d'une manière inique, disons-le, et ce qui va se passer est terrible, puisqu'ils sont tous les deux condamnés à mort. Alors évidemment, Warbeck n'étant qu'un roturier, il va être pendu. Quant à Warwick, quant au Plantagenet, quant à Édouard Plantagenet, le dernier des Angevins d'Angleterre, eh bien lui, étant noble, et quelle noblesse, il bénéficie de l'extraordinaire privilège d'être décapité. Mais il meurt néanmoins, donc, en 1499. Alors était-il saint d'esprit? On a douté de sa santé mentale, du fait qu'ayant été enfermé dès l'âge de 10 ans, évidemment, il a passé beaucoup de temps reclus, qu'il était devenu une sorte de sauvage. Mais on peut dire qu'au matin, au petit matin blême de l'exécution du dernier Plantagenet d'Angleterre, un certain nombre de ses grands aïeux ont dû tressailler dans leur tombe. Je pense à l'Henri V d'Azincourt, je pense à l'Édouard III de Calais, je pense à l'Henri II, Marie d'Aliénor, je pense à ce Geoffroy V qui avait eu cette idée saugrenue, mais qui avait fait florès, de poser un bouquet de genêts sur son chef. Ce matin-là, c'en était fini des Angevins d'Angleterre. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment, professeur Ferrand. Je note que vous avez mis la nuit à contribution pour peaufiner vos notes. Je suis particulièrement satisfait, vous avez été lumineux. Je m'y suis un peu perdu dans les York et les Lancastre, mais vous avez été lumineux. Nous allons demander maintenant la présence sur cette scène de Madame le bâtonnier d'Angers, qui va éclaircir un point délicat. Vous savez que depuis le début de cette pétition Plantagenet, nous nous interrogeons sur le fait d'avoir ou de n'avoir pas des avocats anglais pour représenter dans ce procès la partie anglaise. Nous avons fait constater par huissier que nous avons dépêché à l'aéroport d'Angers-Marseille hier à 10h40, à l'arrivée de la dernière liaison directe entre Londres et Angers, donc par Maître Guillaume et notre huissier, la présence ou l'absence des avocats représentant la partie anglaise. Je vais demander à Madame le bâtonnier Claudine Thomas de venir nous rejoindre afin de nous donner connaissance de ce qui s'est passé à l'aéroport de Marseille. Et que faisons-nous maintenant? Avons-nous des lawyers? Ou n'avons-nous pas des lawyers? Nous pouvons applaudir l'entrée de Madame le bâtonnier. J'ai juste à parler de moi, c'est bon. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comme bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angers, je vous dois quelques explications sur les conditions, les circonstances
dans lesquels j'ai été amenée à désigner 2 avocats d'office pour assurer la défense de nos amis les Anglais. On pourrait dire que les Anglais se sont dégonflés. On va le dire. Très bien. Comme vous le savez, le tribunal a été saisi, la Cour a été saisie, un procès contradictoire a été organisé, à l'occasion duquel, évidemment, chacune des parties était censée présenter ses arguments, faire valoir sa thèse, échanger de manière contradictoire un certain nombre d'informations. Malheureusement, tous les avocats anglais, nous n'avons eu de cesse durant tout l'été de solliciter les uns et les autres, et bien tous les avocats anglais qui avaient été pressentis ont renoncé les uns après les autres. Il faut dire que le battage médiatique, que la pression médiatico-politique les a fait peut-être renoncer, et c'est dans ces conditions que les uns et les autres ont fait défaut. Nous y avons cru pourtant, comme vous l'avez dit, jusqu'à hier matin, puisque nous avons fait constater que l'avion en provenance de Londres était vide, en tout cas vide d'avocats, et que par conséquent, il n'y avait personne pour assurer la défense des Anglais. Pour le reste, nous pouvons confirmer qu'il y avait beaucoup de touristes Bien descendants sûr, pour bien faire un sûr, petit bien séjour sûr. d'un week-end dans cette merveilleuse cité d'Angers, si délicieuse, si baignée de soleil. Alors il y avait des touristes, à vrai dire, pour venir aux accroche-cœurs bien entendu, mais également pour aller aux 24 heures du Mans en moto. Oui, mais ça nous intéresse moins. Je voulais, voilà, vous m'avez coupé dans mes... Pardon, reprenez-vous, maître. dans mes... Silence, ou je fais évacuer la salle. C'est bien, ça permet de meubler dans ces cas-là. Voilà, exactement. Attendez, regardez, Exactement. faire Bien. un peu là. Ça Alors- va, le professeur Ferrand, ça va? Vous n'avez pas trop chaud, vous voulez que j'aille vous tamponner? Enfin, je veux dire, tamponner le front, je veux dire. Bien. Tombez la veste. C'est bon, maître, vous avez pris vos esprits? C'est bon. Ah non, bon. En droit français, il existe des principes auxquels nous tenons particulièrement, auxquels nous sommes attachés. Il n'y a pas de procès sans la possibilité de se faire assister d'un avocat. Nous souhaitons absolument un procès tout à fait juste et Nous souhaitons un équitable. procès très juste, Voilà, équitable. pour cette affaire de haute importance, et c'est donc dans ces conditions que j'ai été amenée à désigner 2 confrères. Je les ai désignés d'office au titre des commissions d'office, c'est-à-dire qu'ils vont venir plaider gracieusement, gratuitement, pour exposer la thèse des Français. Alors évidemment, Des Français ou des Anglais? Des Anglais, pardon. Moi qui parlais de procès équitable, voilà que je m'embrouille. Alors, on peut avoir 2 parties angevines, ça ne me gêne pas. Ils vont donc, à tour de rôle, vous présenter, bien évidemment, avec ardeur, avec chaleur, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ils vont y mettre tout leur cœur, ils vont y mettre toute leur fantaisie, parce que vous avez bien compris qu'il s'agissait de jouer avec les mots, de jouer avec les idées, mais de la manière la plus loufoque, la plus vois pas comique, du tout ce que vous voulez et dire. en tout cas la plus de mauvaise foi qui puisse. Ils vont y mettre tout leur talent, alors tout leur talent d'avocat. Pour leur talent de comédien, à vrai dire, je n'en sais pas grand-chose, On puisque ne leur demande pas d'être comédien, on leur vous, demande d'être avocat. vous ça avez tombe bien compris qu'il s'agissait d'une première, c'est un jeu, it's a game, it's a joke, et je vous demande de les encourager chaleureusement. Alors, nous allons donner leur nom, si vous voulez bien. J'ai oublié l'essentiel. Alors, je vais vous présenter l'équipe au soutien des intérêts des Angevins, qui sont Patrick Descamps. Le bâtonnier des camps est de convoquer. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ce petit cabas, maître? C'est pour rapporter les joyaux. Très bien. Ce bâtonnier, vous avez un micro, si jamais. Maître Brigitte Sublard. Maître Sublard. L'Anjou est délicieusement présenté, je reconnais. hein. N'est-ce pas? C'était pour la douceur. Oui, et le charme. Et maître Louis-René Pénaud. Maître Pénaud, je le note également. Représentant la cause angevine. Voilà. Alors pour les Anglais, pour C'est les pas le Anglais. frère jumeau du président. Non, nous n'avons aucun lien de parenté, sauf un physique de rêve. Enfin, pour moi, pour vous, je ne peux pas prononcer. Alors pour les Anglais, vous avez bien compris que ça a été extrêmement difficile. Je voulais, pour le parallélisme des formes, trouver 3 avocats. Il a fallu insister, il a fallu une réunion exceptionnelle du Conseil de l'Ordre. Et en réalité, voici les 2 volontaires
qui ont accepté d'intervenir. Les deux qui n'ont pas trouvé de certificat médical de compétence. Oui, non mais voilà, mais qui effectivement ont accepté au titre des commissions d'office le bâtonnier Alain Fouquet. Le bâtonnier Fouquet fait son entrée. Est-ce qu'on pourrait rappeler au bâtonnier Fouquet qu'il n'est pas au Club Med et qu'il aura avantage à baisser ses manches? C'est une cour, maître Fouquet, pas une plage. Bon, dites donc, prenez le micro. Non, vous ne l'avez pas encore. Et puis maître Céline Le Rouge. Maître Le Rouge, représentant les Angles. Bien. Professeur Ferrand, vous restez à nos côtés si jamais nous avons quelques questions que ce soit. Vous restez à notre disposition. J'ai, à la suite de la présentation d'un certificat médical, non de complaisance, autorisé Maître Descamps à porter chapeau. Une petite complexion et assez peu de cheveux, c'est tout. Et nous allons donc commencer par débattre de la question ne fallait-il pas enfermer puis décapiter Édouard Plantagenet? Nous allons commencer par la partie angevine, me semble-t-il. Maître Sublard, c'est vous qui vous levez, empoignez le micro, avancez face à l'Assemblée et face à moi également. Si vous voulez, ça va être compliqué d'être face à l'Assemblée et face à moi en même temps, mais faites comme vous l'entendez. Je préférerais que vous regardiez par là. Ça fonctionne. Normalement, vous parlez dedans et ça fonctionne. Faites un test. Ça fonctionne parfaitement. Fonctionne, Monsieur le Président, ça fonctionne. En plus, de dos, vous êtes superbe, de face, vous êtes superbe. Allons-y. Vous n'avez pas vu le reste, Monsieur le Président. Non, je m'arrêterai là. Je commence déjà à avoir un faible pour l'Anjou. Oui, bah ça durera peut-être pas. C'est en cet instant T, vous voyez. Allons-y, maître. Monsieur le Président, c'est une femme triste qui va plaider devant vous. Triste et belle. Triste d'abord. Tristesse vous va bien. Les siècles passés ne sauraient faire oublier le triste et injuste sort qui a été celui du comte de Warwick, Édouard Plantagenet. Le temps est advenu de le réhabiliter. Édouard Plantagenet, très digne héritier de la dynastie angevine, celle des Plantagenets, prétendant au trône d'Angleterre, ignominieusement assassiné à l'âge de 25 ans dans un cachot de la Tour de Londres, le 28 novembre 1499, sur ordre du nouveau roi d'Angleterre, le butor, Henri VII Tudor, qui s'estimait menacé dans son droit à régner et qui n'avait eu d'autre idée que de ramasser sur le champ de bataille la couronne de ce pauvre Richard III. Nous demandons, Monsieur le Président, la réhabilitation de celui qui détenait le droit de régner après la mort de Richard III. Ce droit pour Édouard, né le 25 février 1475 à Warwick, fils de Georges Plantagenet, exécuté lui-même en 1478. C'est une tradition familiale. Monsieur le Président, pas de joke, Monsieur le Président. Non, c'est vrai. Du sérieux, de l'objectivité. Bien sûr. Ce droit qui lui a été odieusement ôté par celui qui a ordonné sa décapitation, Henri VII de la dynastie des Tudors, de bien sinistre mémoire. Sort funeste pour ce dernier descendant des rois angevins, la dynastie des Plantagenets, chère à nos mémoires. Ce crime d'État, j'ose le dire, a mis fin à 3 siècles et demi d'un règne estimable sur le trône d'Angleterre. Alors, Monsieur le Président, tous les arguments qu'on voudra nous opposer de l'autre côté de la table, à défaut de la barre, ne peuvent être tenus sur le principe même de la succession de cette dynastie des Plantagenets par rapport au trône d'Angleterre. Notre requête, ici présente en réhabilitation, n'est que pure justice, puisqu'elle s'inscrit dans ce principe que je soutiens et que notre table également soutiendra. Édouard Plantagenet était appelé à faire valoir son droit de prétendant à s'asseoir sur le trône d'Angleterre et à régner. Nous lui devons cette réhabilitation, lui qui, disons-le, et ça a été rappelé, était enfermé dans la Tour de Londres depuis à l'âge de 10 ans. Et au surplus,
au suprême outrage qui ne repose même pas auprès de ses prédécesseurs, les siens à l'abbatiale de Fontevraud. Afin, Monsieur le Président, que nul n'en ignore. Merci, maître. La parole est à la partie adverse. En réalité, je vais poursuivre, Monsieur le Président, puisque les Anglais sont venus moins nombreux. Ah, très bien. Compensez alors, compensez. De manière plus brillante, nous le verrons après. Vous avez un micro pour vous exprimer. De manière plus brillante, Monsieur le Président. Nous le verrons dès lors que vous serez debout. Monsieur le Président, messieurs les bâtonniers, oui. Mes chers confrères, public chéri, mon amour. Dites donc! Non, ça marche. Suffit maintenant! Les bijoux de la couronne. couronne, Maître. les bijoux de la couronne doivent venir en Anjou. On va faire cette phrase si vous voulez, ça fait un bel effet de tribune. Les bijoux de la couronne doivent revenir en Anjou. Les Anglais s'enfuient. Non, ça suffit ici. Non, ça suffit maintenant. Monsieur le Président, il pleut à Londres. Il peut à Londres, certes, mais pas à Angers. Alors faites arrêter votre eau au milieu de cette scène. Selon eux, si l'on touche aux bijoux de la famille royale... Attendez, attention à ce que vous dites. Si on tape Parlez dans le micro, premièrement. Parlez bien royale. premièrement, et attention à ce que vous dites. Selon eux, on tape en dessous de la ceinture. Non, C'est pas pourtant une simple application du droit. Un principe de dévolution successorale. Dévolution successorale tout d'abord, puisque le jeune Édouard II... Dans le micro, maître. Édouard II Plantagenet, c'est mieux. Oui. Issu de la lignée de Jean d'Angleterre. Or, c'est bel et bien Jean d'Angleterre qui apporta les bijoux de la couronne à la royauté britannique. Qui est ce Jean d'Angleterre? Ce n'est autre, Franck Ferrand nous l'a rappelé, que le descendant et héritier d'Henri de Plantagenet, notre compatriote, mes chers amis angevins. Henri de Plantagenet, cet angevin, qui a conquis à la force de sa volonté le royaume d'Angleterre. Quel droit, nous, avons-nous de revendiquer les bijoux de la famille royale? C'est un petit peu, c'est la question que je vous pose depuis le début, mais on va y arriver, j'imagine. J'y arrive, Oui, j'y très arrive, bien, on a oui. tout notre temps. Ça, pour Le faire droit de des clins d'œil à madame, il y a l'hérédité. du monde, mais pour défendre la cause, il n'y a plus personne. Nous sommes les C'est pas très partial, ça? Non, c'est totalement partial, totalement impartial. Et évitez de faire des phrases qui commencent toujours par nous sommes, ça lasse. Les Angevins. Les Oui, Angevins sont voilà. les descendants d'Henri II, ancêtre de Jean d'Angleterre qui apporta le trésor royal. Je rappelle qu'Henri II est donc le fils de Mathilde l'Emperesse, et il y a parmi nous encore des familles l'Empereur et des familles l'Emperesse. Pas plus tard que lundi matin, l'Empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Qu'est-ce qui s'est passé mardi matin? Bon. Alors on pourra soutenir tout et n'importe quoi en droit. Hein. On pourra Oui, n'importe soutenir quoi, tout et vous avez mis le n'importe doigt dessus. Les faits, rien que les faits sont têtus, c'est le dossier. On voit par là que l'Anjou a un droit héréditaire à l'intégralité des bijoux de la famille de la couronne. La couronne de Saint-Édouard, la couronne impériale d'Apparat, la couronne impériale des Indes, le sceptre à la croix, le sceptre à la colombe, le sceptre d'autocar, les 7 boules de cristal, les cigares du pharaon, le trésor de Rackham le rouge et le lotus bleu. Les faits, maître, les faits, uniquement les faits. Mais c'est aussi, au-delà de l'hérédité, un principe de réparation, un principe d'indemnisation de la mort atroce d'un jeune homme décapité, ce qui lui a rendu la vie beaucoup plus difficile. Oui, une minute de silence, merci monsieur le bâtonnier. Une minute anglaise, il y a un décalage horaire, asseyez-vous. Je vous interromps pour une cause majeure. Avant qu'il arrive à une personne présente ici, le même sort qu'Édouard Plantagenet, les pompiers ont été appelés pour une dame de 64 ans qui a des douleurs thoraciques. Ah. Voilà, très bien. On va pouvoir la faire avancer jusqu'aux pompiers, si c'est possible. Pendant ce temps-là, vous pouvez rester debout. Ça fait circuler le sang, c'est bon pour vous, monsieur le bâtonnier. Ce serait... Ouais. Voilà. Non mais tout va bien. C'est bon, les pompiers sont en train d'intervenir, nous pouvons continuer. Voilà. Vous pouvez arrêter que vos galéjades et vos références un peu hors de propos. On va finir sur un Tintin et vous les billes. J'étais donc sur la mort atroce d'un jeune homme. Oui, non, juste avant, vous étiez sur Tintin et Bijou. On a tenté, on a réussi de détacher la tête de son corps. C'est en fait cette phrase, je l'aime beaucoup. On a tenté, on a réussi de détacher la tête de son corps. Très bien. Voilà.
Certes, la France elle-même a eu son lot de nobles raccourcis et de rois décapités. Il n'a pas toujours été de bon ton de porter la particule avec ou sans les bijoux de famille accrochés à la couronne. On n'a dit pas de triposerie. Mais C'est plus fort que moi. on a pu aussi nous reprocher d'être une foule populacière, ataviquement acquise aux promiscuités braillardes de la canaille régicide. Mais nous avions la correction, nous, de faire cela entre nous. On n'allait pas assassiner des jeunes venant de la région angevine, par exemple, lorsqu'ils sont en voyage d'études en Angleterre. Sa morale juste doit donc être réparée. Mais les Anglais font la sourde oreille. Certains proposent même, par ironie, de restituer les bijoux de la couronne en échange des flèches d'Azincourt. Azincourt, vous l'avez entendu tout à l'heure, la bataille où la chevalerie française s'est faite tailler en pièces par les flèches galloises. On nous demanderait de rendre ces flèches d'Azincourt. Mais vous avez entendu Franck Ferrand? Quel était le roi qui luttait à Azincourt? Henri V. Henri V Plantagenet. Les flèches d'Azincourt, elles sont déjà à nous. Alors on voit pas pourquoi on rendrait des trucs qui sont à nous. Les flèches d'Azincourt sont angevines. La soupe est angevine. Ma tante est angevine. Et si elle en avait... Alors, Monsieur le Président, public chéri, en amour, Arrêtez maintenant, suffit. comme Henri V Plantagenet, je vous dirais, en ce jour de la Saint-Alain, car c'est le jour de la Saint-Alain, mon cher Alain Fouquet. Monsieur le Président, je crois que mon confrère cherche inutilement à chauffer la salle. Oui, vous le notez bien, inutilement, parce que la chose était déjà extrêmement chaude. En ce jour de la Saint-Alain, je dirais pour paraphraser Henri V Plantagenet, dont Franck Ferrand nous rappelait qu'une pièce admirable de Shakespeare relatait la vie, en ce jour de la Saint-Alain, je dirais ce jour est appelé Fête de Saint-Alain. Celui qui aura survécu à cette journée sera rentré chez lui sain et sauf, se dressera sur ses talons chaque fois que l'on parlera de ce jour, et se grandira seul au nom de Saint-Alain. Le bonhomme apprendra cette histoire à son fils, et la Saint-Alain ne reviendra jamais, d'aujourd'hui à la fin du monde, sans que l'on se souvienne de nous, de notre petite bande, de notre heureuse bande de frères, car celui qui aujourd'hui versera son sang avec moi, pour le retour des joyaux, sera mon frère, si vile soit sa condition. Ce jour l'anoblira, et les gentilshommes d'aujourd'hui, restés dans leur lit en Angleterre, regarderont comme une malédiction de ne pas s'être trouvés ici, et feront bon marché de leur noblesse quand ils entendront parler de ceux qui auront combattu avec nous au jour de la Saint-Alain. Et je remercie pour cette dernière ligne le jeune William Shakespeare, auteur dramatique qui débute. Merci. Merci, maître. Franck Ferrand vient de me chuchoter à l'instant à l'oreille que nous célébrons aujourd'hui la Saint-Crespin. C'est-à-dire que nous ne tiendrons pas compte de vos dernières remarques. Ou c'est ce qu'on appelle le calendrier rigorien, comme on voudra. Alors donc, je passe la parole à la partie adverse, à la partie anglaise, représentée par Maître Lerouge, que nous applaudissons d'emblée pour l'encourager. On a dit applaudir. On a dit anglais, mais avec courtoisie quand même, hein. Siffler, mais bas. Non, dis donc, pas de privauté. Déjà qu'on a un bâtonnier qui est à moitié nu. Monsieur le Président. Maître. Ah, Mais- tu viens de faire Président, la il faut lui partie donner en ses cachets parce qu'il a fini fort là, mais il va pas tenir jusqu'au bout. Alors allons-y. Monsieur le Président. Oui, c'est moi. Pédédicat de Vos. Mesdames et messieurs les jurés, vous, peuple angevin, vous, peuple anglais, peuple chéri, je suis le conseil vaillant de ce peuple attaqué, de ce peuple trahi par son plus proche ami. Les Anglais sont un peuple d'une ténacité presque surhumaine. Ils ne s'avouent jamais vaincus et ils finissent toujours par ne pas l'être. Quelle ignominie! Quelle guignolade! Quelle ineptie, quelle tartufferie! Et votre demande sera vouée à l'échec, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Attendez, j'ai pas encore donné mes attendus. Rendez-nous les joyaux de la couronne, dévolution successorale, dommages et intérêts. Un proverbe anglais dit que l'argent est un bon valet, mais un mauvais maître. Confrères, revoyez vos leçons de droit, retournez en première année. Revoyez vos références historiques qui n'ont que d'égal que votre discours insipide et violent
à l'encontre de ce peuple flegmatique. Les joyaux de la couronne en Anjou. Et pourquoi pas le pâté aux prunes au titane de Westminster. Pas mal cette idée. Peuple français, admettez votre défaite. Baisez-moi la main, confrère, et retirez votre requête. On n'avait dit pas de présenter. Et je ne solliciterai à votre compte aucune demande pécuniaire. Il va s'en dire. Car les joyaux de la couronne ne sont pas du patrimoine de ce félon d'Édouard Plantagenet, de cet imposteur incapable de s'échapper d'une si petite tour. Si peu garder la tour de Londres. Non, 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 la partie adverse doit pouvoir présenter ses arguments en étant soufflé qu'à voix basse, on a dit. Voilà. Il a préféré la mort, afin de ne pas revenir bredouille en Anjou sans les bijoux. Car les bijoux ne lui reviennent pas. On vous a tenu un discours totalement infondé. Vous mettez en cause la crédibilité du professeur Ferrand? Tout à fait. On peut entendre tous les jours sur Europe 1. Les bijoux ne sont pas dans le patrimoine d'Édouard. Les bijoux que vous revendiquez à corps, à cri, de travers, en hurlant à plein nez, aviné d'un cabernet d'Anjou, en vous faisant croire une telle hérésie, ces bijoux appartiennent à Charles II. Jamais à Édouard. Et tant bien même, tant bien même. Il reste peut-être à Édouard, peut-être, et encore, une petite épée et 3 petites malheureuses cuillères. Alors je vous les remettrai bien volontairement, si vous le souhaitez. C'est de l'inox? Admettons, et puis, allons plus loin dans le raisonnement, parce qu'on vous a dit qu'ils appartenaient à Édouard, et qu'ils devaient revenir en Anjou, qu'ils devenaient en Anjou. Mais admettons. Soutenons la thèse que ces bijoux appartiennent bien à Édouard. Où va vivre Édouard s'il avait été roi d'Angleterre? Pardon? Non, en Angleterre, il aurait été roi d'Angleterre. Et donc, s'il est roi d'Angleterre, il aurait vécu où? En Angleterre. Ne soyez pas de mauvaise foi tout le temps. Il faut bien reconnaître quand même que Maître Le Rouge a raison. Merci. Venir en week-end en Angers grâce à la desserte par Angers-Marseille, avec des vols tous les week-ends, 4 vols par jour, arrivé à 10h40 le samedi matin. Mais, résultat, il vit en Angleterre, évidemment. Et c'est le seul argument pertinent et qui n'a pas été évoqué par mon confrère. Alors oubliez la dévolution successorale. Mais alors, bien conscient, parce qu'il est intelligent mon confrère, il faut bien que je lui reconnaisse quand même quelques qualités, bien conscient tout de même de la fragilité de son fondement juridique, mon confrère entend soutenir que cette restitution serait à dédommager le peuple français de la mort, amen, d'Édouard. Mais peuple français, revendiquez-vous également les bijoux de la couronne? Revendiquez-vous également les bijoux de famille du prince Harry? On n'a dit pas le gaudriole. C'est pas une gaudriole. Alors, vous Français, vous vous battez pour l'argent. Nous Anglais, nous nous battons pour l'honneur. God save the Queen. Qu'il soit permis d'apporter à cette citation que vous avez faite à l'instant. Ah, vous voulez le faire? Allez-y, monsieur le batelier. Si vous avez la réponse, la citation, complétez la citation que vient de citer Maître Le Rouge, prenez le micro pour le faire. Oui, il y a une suite. Il y a une suite que je n'ai pas citée. Très bien. Je vous laisse la citer. Non, je le fais. Alors, comme me répondait à cette citation, les Anglais se battent pour l'honneur et les Français se battent pour l'argent, les Français répondaient, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Ce qui fait dire que vous voulez les bijoux pour l'argent. Je suis le président, je n'ai aucun avis sur la question. Je suis juste là pour faire un point historique. Est-ce qu'on peut vous abreuver? Oui, vous avez une bouteille par là, je sais pas. Oui, voilà, très bien. Je me tourne maintenant vers vous, bâtonnier des camps. Maître des camps, si vous voulez bien vous lever, applaudi par le public. Maître des camps, je viens de voir que vous venez de vous découvrir, parce que vous avez un certificat médical qui autorise votre chef à se découvrir. Oui, vous avez le droit? Juste le temps de la plaidoirie. Très bien, le temps de la plaidoirie. Faites-la dans le micro, la plaidoirie, sinon ça va être compliqué. Il y a un moment d'émotion, là. Monsieur le Président, C'est moi. chers amis angevins, chers sympathisants de l'Anjou, nous sommes ici au bout du monde, à la recherche du temps perdu,
d'un héritier décapité et de joyaux confisqués. Nous voici sur cette scène de justice, au terme, mais je dirais moi plutôt au début, d'un procès historique que nos contradicteurs ne manqueront pas de fustiger, de tourner en dérision, voire en fiction judiciaire. Mais je vous le dis, l'affaire est grave. Ah là, soudainement, je tremble. Et j'entends prendre cette cause extrêmement au sérieux désormais. La place n'est plus au rire. Qu'importe, savez-vous d'abord ce qu'était la justice au XVe siècle qui normalement aurait dû être appliquée? Rien n'arrêtera, ni le temps, ni le cours de l'histoire, ni le cours de la justice. Et rien ni personne ne pourra s'opposer, Monsieur le Président, à la diffusion, à la progression, au prosélytisme de la pétition Plantagenet, qui redonne aux Angevins fierté, honneur et courage. Vive le Québec libre! Oh, vous êtes brillant! Après 500 ans de souffrance et de silence, Angers humilié. J'adore. Angers spolié. Oui. Angers décapité. Mais Angers aujourd'hui ressuscité. Angers ressuscité qui, un demi-millénaire plus tard, relève la tête, fait face et fait front. Messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers. Sachez que la réplique en Anjou, quel qu'en soit le moment, sera implacable. Anjou, feu! On va peut-être arrêter avec le registre Alman à Vermont pour revenir au cœur de l'histoire, je ne pas. Oui, parce que ce que vous voulez nous tirer, c'est quand même les joyaux, maître Desgrands. Certes, le temps n'est plus de prendre les armes, de porter le fer, mais de saisir le glaive de la justice. Nous ne sommes pas devant un tribunal du Moyen-Âge, pratiquant l'ordalie, mais dans une audience festive, il est vrai. Enfin, festif pour l'instant. Des accroche-cœurs, une audience foraine populaire, qui ne peut être qu'une audience préliminaire. Alors je vais rassurer tout de suite mes excellents confrères angevins, commis d'office pour les sujets de sa gracieuse majesté. Dans le micro, maître. Nous n'allons pas profiter de l'avantage de ce procès dont vous contesterez sans doute l'impartialité. Et nous n'allons donc pas demander d'emblée condamnation ni exécution, mais réhabilitation. Réhabilitation de notre souverain Édouard Plantagenet, en vous demandant, Monsieur le Président, Oui. de déclarer aujourd'hui votre pétition, notre pétition, recevable et fondée. C'est ce que vous demandez. Le public vous soutient un peu, mais très peu. Et vous ordonnerez la communication de cette pétition à Sa Majesté la Reine d'Angleterre et à l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement britannique. Attendez, je note au fur et à mesure. Communication de... Communication de la requête Je prends pas en sténo, alors de c'est la compliqué. pétition à la Reine d'Angleterre, D'accord, très bien, je note. à Sa Majesté, Sa gracieuse Majesté. Je vous fais une photocopie, je vous apporte un café, bâtonnier? Non, mais je vous prépare la décision. Ah d'accord, très bien. Et enfin, vous prononcerez un sursis à statuer.
c'est-à-dire qu'on ne décidera pas aujourd'hui. Un sursis à statuer dans l'attente de la création, au cours de ce 3e millénaire, d'une Cour pénale internationale. Très bien, ça. Seule habilité à juger plusieurs siècles après cette cause légitime, imprescriptible. Aujourd'hui, nous avions donné rendez-vous à nos amis anglais pour participer à ce procès des accroche-cœurs qui aurait pu se transformer en tentative de conciliation. Mais ils n'ont pas comparu. Demain, qui sait, citation pourra comparaître pourrait leur être délivrée devant la juridiction suprême, souveraine et éternelle, God save the King, Plantagenet. Vous pouvez vous recouvrir, maître. Vous pouvez vous recouvrir. J'appelle maintenant pour les conclusions le bâtonnier Fouquet. Fouquet's. Quand on a des amis comme cela, c'est pas la peine d'avoir des ennemis en face. Hein. Bâtonnier Fouquet's. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je n'ai encore rien fait, mais vous pouvez me remercier quand même. Merci, Monsieur le Président, de n'avoir rien fait. Merci, Maître Fouquet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Allez-vous arrêter de dire merci, Monsieur le Président. Merci. Ich bin ein Anglais. Et je suis fier Et je suis fier, et je suis fier. Excusez-moi, j'ai une digression, ça m'a échappé. Je suis fier de l'être. J'avais peur de l'être. Lorsque mon bâtonnier m'a commis d'office, j'ai éprouvé ce sentiment qu'éprouve tout homme avant de se lancer dans le vide. Ce sentiment, je l'ai encore, face au vide de l'argumentation qui nous a été opposée. Mais d'abord, parce qu'un défenseur se doit d'être courageux, et courageux d'abord à l'égard de son juge. Une justice en kilt est une justice, ou en tout cas risque d'être une justice de sans-culotte. Je vois du tout ce que vous voulez dire. Silence ou je fais évacuer la salle. Je suis contraint d'aborder, Monsieur le Président, cette question. Je ne demande pas une vérification qui serait publique. Non, je ne demande pas pas d'aborder la question de Metsou, ça ne concerne que moi, maître. Je ne demande pas, effectivement, Monsieur le Président, la vérification de vos dessous personnels. Mais je veux connaître les dessous de cette affaire. C'est une justice. C'est une justice en string qu'on vous propose. Avec un cordon, vous perdez la tête. Avec un cordon en câble de bateau. Public angevin, angevines, angevins, ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser. Mesurez la responsabilité de ceux qui aujourd'hui tentent de vous entraîner dans une réclamation dont ils n'ont pas eux-mêmes mesuré toute la portée effroyable. Mon confrère Descamps, d'ailleurs, l'a bien révélé au travers de sa plaidoirie. Il a demandé que soit restauré l'honneur des Angevins comme si vous l'aviez jamais perdu, mais il n'a pas demandé que soient restitués les joyaux. Plus tard, voilà, plus tard, toujours plus tard. Toujours plus tard, 519 ans et 3 jours après. Ce qu'on vous propose, Monsieur le Président, si tant est que la vérification que j'ai sollicitée tout à l'heure... Non, ça suffit maintenant. J'annonce officiellement que je ne porte pas de string. Aboutissent par impossible
par impossible, à la validation de ce tribunal. Eh bien, je dirais que c'est à une justice de décongélation judiciaire qu'on vous convie aujourd'hui, 219 années plus tard, 519 années plus tard. Heureusement, il y a Findus, Findus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tour de l'ombre fraîche? Je vous l'accorde. Mais est-ce que toutes les précautions ont été prises pour qu'on vienne, en ce beau jour de septembre à Angers, nous décongeler cette affaire? Je le dis, non. Non, non, certainement non. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tour? Je pense effectivement, et ça c'est historique, je pense qu'on a deux personnes qui se sont pris la tête, et l'une a peut-être plus pris la tête de l'autre que la première. Non mais je vous l'accorde, car j'ai décidé d'être objectif. Je plaide devant des angevins dont je connais l'intelligence, la fierté. Vous n'êtes pas digne d'arguments de bas étage. Pas se moquer du monde non plus, maître Fouquet. On voit la ficelle, elle est grosse. Monsieur le Président, ils se sont pris la tête. Ils se sont pris la tête comme se prendraient la tête les angevins. Si tant est que ces joyaux qu'on réclame reviennent aujourd'hui à Angers. Avez-vous réfléchi qu'une couronne, ça se porte sur une tête? Est-ce que nous avons, à Angers, une reine? Nous avons un maire. Allez-vous, Angevin, emmenez vos enfants. Viens, mon chéri, nous allons voir les bijoux de monsieur le maire à la tour Saint-Aubin. On a dit pas de grivoiserie, maître Fouquet. Monsieur le Président, j'ai dit j'aborderai toutes les questions avec courage. Oui, bah non, mais d'accord, mais pas avec vulgarité. Sans équivoque, sans vulgarité. Non, bah ouais. Mais avec courage, parce qu'il faut poser les vraies questions. C'est le seul point sur lequel je suis en accord avec mon confrère Descamps. L'affaire est grave, comme il l'a dit. L'affaire est grave. Non, j'arrive pas à faire comme lui. Mais vous le faites bien quand même, hein. C'est grave. Merci, Monsieur le Président, une nouvelle fois. Merci, mais c'est la dernière. Fouquet. Merci, maître Fouquet. Non, non. Allez voir les bijoux de monsieur le maire. Oh non. Et on n'a pas de couronne ici, on n'a pas de reine, on n'a pas de roi, je l'ai dit. On va parler des bijoux de l'écharpe, puisque nous avons un maire qui a une écharpe, on n'a pas une reine. Réfléchissez à tout cela avant de vous prononcer quand vous aurez peut-être à le faire tout à l'heure. Alors, et puis l'empire des Plantagenets. Aujourd'hui, c'est quoi l'empire des Plantagenets? C'est quoi? C'est l'agglo. Pas de politique, maître Fouquet, pas de politique. On ferait mieux s'occuper de la 3e ou 4e ligne de tramway plutôt que de rapatrier. Pas de politique, maître Fouquet, pas de politique. Alors, angevines et angevins, alors je vous dis, regardez autour de vous. Votre couronne, vous l'avez au-dessus de la tête. C'est ce ciel d'azur. Vos joyaux, vous l'avez avec ce soleil et ces rayons. Gardez ces joyaux parce qu'ils sont les vôtres et laissez à l'obscure et amère Angleterre, que j'aime et que nous aimons. N'en faites pas trop non plus, c'est plus crédible. Laissez-lui l'éclat de ces quelques pierres, bien moins brillantes, bien moins chaleureuses, bien moins grandes que ce soleil et ce ciel d'azur. Monsieur le Président, je vous remercie de l'attention qui a été la vôtre parce qu'elle a été parfaite. Je pense que déjà votre conviction est faite. Mon confrère vous a dit qu'il ne souhaitait pas de décision. Moi, j'en souhaite une. Je veux que vous rejetiez cette requête. Pas comme on rejetterait un Kleenex. Il faut le faire avec délicatesse. Mais vous devez la rejeter. Et si par impossible, effectivement, vous ne la rejetiez pas,
eh bien, effectivement, vous prononcerez un sursis à statuer dans 519 ans, de manière à ce que nous puissions revoir cette question. Non pas qu'elle ne soit pas prête, non pas que nos arguments à nous ne l'aient pas été, mais je pense que du côté de nos adversaires, encore une fois, avec toute l'amitié et la confraternité qui est la mienne, peut-être devons-nous leur laisser cette chance de revenir sur cette requête. Je vous remercie de votre attention. Merci, Maître Fouquet. Est-ce que l'une ou l'autre des parties a quelque chose à rajouter à ce qui a été déclaré ici? Nous allons maintenant demander au public si le public a besoin d'éclaircissements, si des questions ont surgi pendant les plaidoiries ou pendant l'exposé du professeur Ferrand. Si jamais il y avait quelque angle obscur dans nos propos, vous aurez soin de nous le faire savoir et par le truchement de ce micro, nous pourrons entendre les questions en question. Ah oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions à l'intention de Franck Ferrand et à l'intention des avocats qui ont plaidé? Ici. En français ou en écossais? En français. Merci. Je parle très mal Une l'écossais. question au professeur Ferrand. On parle de la dynastie des Tudors, mais les Tudors ne descendent-ils pas par Margaret Neville de Jean de Gand, qui lui-même est un Plantagenet, et la loi salique ne s'appliquant bien sûr, et heureusement pas, sinon il n'y aurait pas de Plantagenet il n'y aurait pas eu de Plantagenet sur le trône d'Angleterre. Descendant donc de Jean de Gand, donc un Plantagenet, n'était-il pas dans la succession normale? Merci, professeur. Vous posez la question, monsieur, fondamentale des lignes maternelles. C'est-à-dire que nous avons un biais qui est un biais bien français sur cette affaire et qui concerne les lignes systématiquement paternelles. En effet, et c'est d'ailleurs, je n'ai pas voulu, c'était déjà bien compliqué tout à l'heure de parler des York et des Lancaster, je n'ai pas voulu entrer dans toutes les subtilités des autres. Non, parce que les gens qui font les photos, là, vous êtes un peu trop sportswear à mon goût. Pour faire vous rhabiller, Franck. Un petit peu de sérieux. Et vous, me rhabillez Je vous rhabille, oui. Il y en a qui veulent voir ce que je porte en dessous, moi je vous rhabille. Donc effectivement, monsieur, toutes ces familles sont croisées à de multiples degrés, et effectivement, on peut trouver quelques angevins dans les ancêtres des Tudors. On pourrait dire de même qu'il y a des York chez les Lancaster, et réciproquement, toutes ces familles sont très liées entre elles. Nous en sommes tenus pour parler de la rupture du règne d'Henri VII, simplement aux lignées patriarcales, aux lignées paternelles, effectivement. Merci, professeur Ferrand. D'autres questions? Levez la main franchement si vous voulez quelques éclaircissements. Ici, j'en ai une. Voilà, monsieur avec un pied de poule. Si, c'est du pied de poule. Sur le chapeau, c'est du pied de poule. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est du pied de poule quand même. Attendez, la cour se déplace. Comment est-ce qu'on dit dans ces cas-là, la cour se déplace? Le tribunal est en déplacement. Ah, ça n'est pas du pied de poule, c'est du Vichy. Je sais pas si ça intéresse la cause que nous défendons, mais alors votre question. Moi, je m'adresse à la défense anglaise. Maître Fouquet, arrêtez de discuter avec je ne sais pas qui derrière, une jeune beauté brune, des compliments. On vous pose une question, Maître Fouquet. Oui, Maître Fouquet. Maître Fouquet, c'est ça, mais comme vous l'avez dit, Maître Fouquet. J'aimerais savoir si dans leur bouteille en plastique, si c'est bien de l'eau. La cour se déplace et va vérifier. Vous avez raison, monsieur. Il faut être toujours très prudent. Vous savez, monsieur, dans les joyaux, il peut y avoir des noyaux. Pas de grivoiserie. Faites porter le test. Et je ne voudrais pas que pour croquer les joyaux, les angevins se cassent les dents sur les noyaux de la couronne. Maître Fouquet. Avons-nous d'autres questions? Is there any question? Here, we have one question for that young girl who want to ask some question to somebody on the stage. Mais quoi, en mazos anglais, comme on le fait en Anjou. Mal. J'aimerais une petite précision historique.
Il est dit que les joyaux appartiennent à Charles II. J'aimerais bien qu'on situe Charles II par rapport au Plantagenet. Voilà. Effectivement, la plupart des joyaux qui appartiennent aujourd'hui à la reine d'Angleterre, enfin plus exactement à l'État britannique et dont elle est dépositaire, sont des joyaux du XVIIe et même en fait du XVIIIe et XIXe siècle. Donc Charles II, on est au XVIIe siècle évidemment. C'est la constitution du patrimoine des joyaux sur ce qu'on appelle la grande couronne d'État actuellement, la couronne impériale d'État de la reine Elisabeth. Les 8 gros diamants, par exemple, sont tous du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le fond de départ. Ce sont les 2 cuillères dont vous parliez tout à l'heure, maître. On parle de quelques vestiges qui font partie du trésor royal. Je ne sais pas qui a posé la question, je regarde par là-bas, mais... Cette petite jeune fille qui est là-bas. Complètement... Ah, voilà. Effectivement, donc, les joyaux célèbres que vont visiter les touristes à la Tour de Londres n'existaient pas, ou en tout cas ne faisaient pas partie des collections britanniques à l'époque d'Édouard Plantagenet. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. À l'exception, si je puis me permettre de faire cet éclaircissement, à l'exception de la fameuse Antoning Spoon, qui est la cuillère avec laquelle on oint les souverains pendant leur couronnement, et de l'ampoule qui les accompagne en forme de Saint-Esprit, donc de colombe. Et précisons également qu'une partie des pierres sur la couronne d'Édouard ont été récupérées dans le trésor des Plantagenets après la période Cromwell. Dès qu'on parle de bijoux, Calixte de Nigremont, vous voyez, est pas ce que vous voulez dire. Pas du tout ce que vous voulez dire. D'autres questions, is there any question? Here in Angeloire Valley. Là-bas, on dit là-bas. Ah oui, monsieur avec un t-shirt de jeune. Et un chapeau américain. Encore de la question texane, on ne va rien y comprendre. Il va y avoir un accent coupé au couteau. Monsieur le Président... Oui, c'est à moi que vous parlez, attendez. Oui. Mesdames, Messieurs les avocats, voilà, j'avais une question. Si les bijoux de la couronne anglaise reviennent à Angers aujourd'hui, ce qui ne serait que justice? Cette question se présente extrêmement bien. Ensuite, peut-on imaginer que la Tour de Londres, qui héberge actuellement les bijoux, pourrait également se raccorder à la ville d'Angers? En poursuivant le raisonnement, Tower Bridge et le reste de la ville pourraient ainsi appartenir à la ville d'Angers, donc à la France. Peut-on dire ainsi que les Jeux Olympiques ont quelque part été montés en France cette année? Allez, Paris! Il me semble que votre question est moins une question qu'une intervention. Nous verrons si nous pouvons créditer les Jeux Olympiques d'Angers dans l'histoire des Jeux Olympiques. Y a-t-il d'autres questions? Ou d'autres prises de parole? Une petite jeune fille là-bas. Allons-y. Moi, j'aurais une question plutôt sur le côté historique de l'affaire. C'est donc un peu plus sérieux que l'intervention que nous venons d'avoir. Vous êtes... C'est la science, c'est une scientifique qui parle, je le vois bien. Une historienne. Je voudrais savoir, vous avez dit, Monsieur Ferrand, que Henri duc d'Anjou, puisqu'il n'était pas encore Henri II, a été reconnu par le roi d'Angleterre. Ils étaient donc apparentés ou est-ce de quelle manière? Encore une fois, il avait épousé, son père avait épousé la fille du roi Henri Ier, vous savez. Et on est dans une période d'extrême anarchie, c'est la fin du règne d'Étienne. Et le roi Étienne, sous la pression armée d'Henri d'Anjou, a fini par accepter de le désigner comme son héritier présomptif, pour être très exact. Dans le micro. Ah ben vous l'avez plus. Non, au risque de vous faire une fois de plus conspuer, je traduis, hein, mais... Au risque de me faire conspuer une fois de plus... À voix basse, on ne conspue qu'à voix basse. C'est quand même un petit peu limite, donc, comme venu sur le trône pour Henri II. Donc, est-ce que c'est vraiment légitime de réclamer... Vous êtes en train de dire qu'Henri II Plantagenet était un souverain illégitime? Non. Descendez du muret, vous allez finir dans la douve. Je crains le pire. Vous avez compris... Ah, attendez. Oui, si, ça vous avez compris que l'histoire britannique était
Ah non, mais attendez, regardez, c'est parce que vous tournez le dos, voilà, comme ça. Tournez-le comme ça, voilà, et tournez par là. Ah, c'est par là que ça se passe. Voilà, bougez plus maintenant. Et vous regardez la jeune fille qui est là. Vous aurez donc compris que l'histoire britannique était tissée de problèmes dynastiques et qu'on a très souvent connu là-bas, ce qui n'est pas notre cas chez nous, encore une fois, mais en Grande-Bretagne, on a souvent connu des ruptures dynastiques. C'était un peu, disons-le, la loi du plus fort, objectivement. La semaine prochaine, au cœur de l'histoire, Ramsès II. Et loin de moi l'idée de dire qu'Henri II est illégitime. C'est simplement une... Et la question qui pourrait se poser, c'est la question de la légitimité du roi Étienne. Enfin, ça nous entraînerait loin. Oui. La légitimité de l'Angleterre tout entière peut être posée également. Est-ce que l'Angleterre sert à quelque chose? On préfère la Tour de Londres lorsqu'elle sert d'écrin aux joyaux de la couronne que lorsqu'elle sort de prison à Édouard Plantagenet. Nous sommes parfaitement d'accord, Franck. Mais nous préférons comme écrin... Ah non, je ne peux pas le dire, je suis président. C'est-à-dire, nous préférons comme écrin la Tour Saint-Aubin à la Tour de Londres, mais je suis président. Alors, y a-t-il une dernière ou quelques dernières questions? Qu'il parle maintenant, qu'il se taise à jamais, comme on dit dans ces cas-là. Il talk now or il stay forever mood. Yes. Au vu des questions qui ont été posées, j'ai l'impression qu'il y a un petit malaise sur la lignée, sur l'histoire qui a été énoncée au début. Ah mais pas une seconde. Est-ce qu'il y aurait possibilité de reprendre toute l'histoire de... Oui, très bonne idée ça. Alors, Franck, reprenez vos fiches, on recommence. On ne peut pas faire de résumé, on est déjà passé sur la guerre des deux roses. C'était déjà un résumé sur vol. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez faire la version longue? Ah, mais avec plaisir, on pourrait faire un marathon Plantagenet. L'année prochaine, on fait ça. On a déjà fait de la Tolstoïa l'an dernier, on a lu pendant 45 heures Guerre et Paix. On peut bien faire 45 heures sur les Plantagenets l'année prochaine. Bien. Il n'y a plus de questions. La cour. Donc moi, la cour, la cour va se retirer pour délibérer, et les délibérés, c'est comme ça qu'on dit, maître Fouquet, c'est bien ça va. Le délibéré sera communiqué au public cet après-midi à 19h, au moment de la cérémonie de clôture des accroche-cœurs. Merci à tous, merci à chacun, vous m'en avez extrêmement fort. Les avocats qui ont défendu la grande cause et l'Angleterre. Et je vous demanderai d'applaudir particulièrement chaleureusement celui qui est venu fort aimablement nous présenter les Plantagenets, Franck Ferrand. N'oubliez pas, il reste jusqu'à 19h pour signer la pétition Plantagenet, soit en ligne sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portatif, soit sur le compte Verdun. La clôture des signatures aura lieu à 19h. Je veux que tout le monde soit là, comme on dit depuis le début. Debout le peuple Plantagenet!